Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour pour la grande édition du lundi au vendredi à 17h. Si vous nous suivez en direct, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Et le lundi, pour bien démarrer la semaine, en supplément pendant une demi-heure entre 13h30 et 14h. Là aussi à retrouver en replay ou en podcast avec à la une l'analyse de marché et la stratégie d'investissement pour 2024. Ce sont des équipes de Carmignac qui seront avec nous en plateau. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement, sera avec nous d'ici quelques instants. Analyse de marché, partant évidemment de ce rallye de fin d'année qui a un peu temporisé au début de cette année 2024 et qui semble être reparti, en tout cas sur les marchés actions, puisqu'on entame la semaine avec des niveaux historiques pour les marchés américains, quand l'on regarde le S&P 500, le Nasdaq 100 ou encore plus précisément le groupe des 7 magnifiques. Tous ces indices-là sont au plus haut historique. Comment expliquer cette situation de marché et qu'est-ce qu'elle implique en matière de décision d'investissement stratégique pour la suite? Kevin Tauzet donc répondra à ces questions d'ici quelques instants. Le lundi à 13h30, c'est l'occasion également de retrouver notre correspondant américain pour notre quart d'heure américain hebdomadaire avec une actualité politique déjà très chargée, évidemment, puisqu'on est peut-être en train d'assister à l'investiture républicaine la plus rapide de l'histoire. Il y a encore des primaires dans le New Hampshire à partir de demain qui pourraient verrouiller encore un peu plus la mainmise de Donald Trump sur cette investiture républicaine. Ron DeSantis a déjà jeté l'éponge et ne reste donc plus que dans la course, en tout cas comme candidat référent, Nikki Haley pour ces primaires du New Hampshire. C'est avec Pierre-Yves Dugas évidemment que nous reviendrons sur cette situation politique. Nous évoquerons également pour la partie business le marché immobilier américain et plus précisément l'immobilier de bureau aux États-Unis. Voilà donc pour le programme de cette demi-heure d'émission de début de semaine. Une semaine qui sera marquée par des rendez-vous très importants, à commencer par la prochaine réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne ce jeudi. Nous aurons également cette nuit la décision, ou en tout cas la réunion de la Banque du Japon. Nous aurons également cette semaine la réunion de la Banque du Canada et puis la semaine prochaine la Réserve fédérale américaine qui aura pris connaissance de la première estimation de la croissance américaine pour le 4e trimestre qui sera publiée cette semaine, et puis la montée en puissance des résultats avec parmi les grands groupes mondiaux qui publieront leurs résultats annuels, Netflix, Tesla par exemple aux États-Unis, pas mal de boîtes de conso également avec Johnson & Johnson, Procter & Gamble ou encore Colgate, et puis côté européen des poids lourds avec ASML, LVMH ou encore SAP qui sont attendus au rendez-vous de ces résultats tout au long de cette semaine. Mais d'abord, quelques explications sur la situation de marché et ce qu'elle implique en matière de décision d'investissement pour la suite. Et c'est Kevin Tauzet, je le disais, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui est avec nous pour cette demi-heure d'émission. Bonjour et bienvenue, Kevin. Bonjour, Grégoire. Merci beaucoup. On va parler de vos vues, les vues maison Carmignac pour 2024, que ce soit sur le plan macro et sur le plan de la stratégie d'investissement. Mais un mot quand même de ce qu'on a vu encore vendredi soir sur le marché américain, c'est-à-dire un S&P 500 au plus haut historique, un Nasdaq 100 au plus haut historique, et dans ces grands indices, le groupe de valeurs des 7 magnifiques également, pris dans son ensemble, qui là aussi marque des plus hauts historiques. Qu'est-ce qui explique à ce stade cette situation, Kevin ? Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'on est plus ou moins clairement, en tout cas, on en sort et on y est encore un petit peu quand je vois les réactions de marché de vendredi dans ce fameux conte de fées, un scénario un peu de boucle d'or, c'est-à-dire qu'on a la désinflation qui est quand même bien enclenchée. Alors la trajectoire de désinflation, elle peut venir avec certains à-coups, certaines surprises, mais en tout cas la direction c'est bien qu'on aura un point bas sur l'inflation, qu'on retournera sur ces fameux 2% entre le 2e trimestre et le 3e trimestre. Donc ça rassure, c'est nature à rassurer les marchés. Et puis de l'autre, on a quand même une économie américaine notamment, qui tient bien. Vous soulignez donc les publications du dernier trimestre aux États-Unis. On a eu des chiffres sur le sentiment du consommateur vendredi, qui s'inscrivent en forte hausse. Ça remonte. Une hausse de 10% de ce fameux indice Michigan. Et donc,
Je crois que ça pointe bien vers ça, c'est-à-dire la trajectoire d'inflation, donc de désinflation qui se maintient, et puis une économie qui somme toute, résiste bien au choc qu'on a vu, le choc des taux réels qu'on a pu voir sur toute l'année, ou en tout cas un gros bout de l'année 2023. Donc ça, c'en est une. L'autre, c'est que vous soulignez les 7 magnifiques. Ces thématiques-là, que ce soit l'intelligence artificielle, le traitement de l'obésité, elles se portent bien. On a eu les résultats de TSMC, par exemple, en fin de semaine dernière. Là aussi, une forte hausse des ventes. Et donc, ça laisse entendre que, on a quand même une thématique de marché qui est solide, qui se résume pas à un engouement et qui pourrait déjà, on va dire, dans une certaine mesure, porter ses fruits. On a vu, par exemple, sur le début de la semaine dernière, quelques entreprises dans le secteur technologique, on pense à Duolingo, on pense à Cheng, qui font du contenu en ligne, qui vont faire des gains de productivité, qui vont davantage s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour générer du contenu. Et ça, pour ces valeurs technologiques-là, c'est plutôt une bonne nouvelle sur le front de la rentabilité. Et donc, on a quand même, je crois, un peu une logique un peu à deux vitesses, c'est-à-dire que ces grandes entreprises-là, elles portent la performance des marchés, et vous le soulignez, la performance des marchés américains, au premier rang desquels le Nasdaq. C'est pas forcément le cas. Oui. C'est-à-dire quand on regarde sous la surface, on n'a pas ça partout. Le grand écart du jour, c'est ce qui se passe à Wall Street et ce qui se passe à l'inverse sur le marché chinois, par exemple. On aura l'occasion d'en discuter, bien sûr, Kevin. Un mot quand même là sur l'idée de cette productivité et des gains de productivité que pourra permettre l'IA, les nouveaux outils autour de l'IA générative notamment. Si je comprends bien, les économistes estiment qu'ils mettront peut-être du temps à le voir dans les chiffres agrégés, macroéconomiques. En revanche, du point de vue micro, spécifique, on aura peut-être déjà des indications, et plus que des indications, une forme de matérialisation de cette productivité dans les résultats de ce trimestre ou des prochains. C'est un facteur de soutien important que les investisseurs ont en tête, et notamment les investisseurs actions. Oui, je crois. C'est-à-dire que le comparatif qui a souvent été fait, c'est l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle révolution industrielle. On a fait le parallèle avec l'apparition des PC, par exemple, des ordinateurs de bureau. La création des ordinateurs de bureau, elle a mis du temps à se matérialiser. Pourquoi ? Parce qu'il fallait toute une logistique. Donc ça a mis une dizaine d'années, voire plusieurs dizaines d'années, à se retrouver concrètement dans les chiffres de productivité. Là, avec l'intelligence artificielle, on a déjà accès, on peut y accéder via son téléphone mobile. On va dire une grande partie du monde est couverte. Il faudra renouveler quelques équipements au passage, d'ailleurs, ce qui est bon pour un certain type de business, mais ce sera très vite accessible. Tout à fait, beaucoup plus vite que par le passé. Alors là aussi, les fameux 1% de gains de productivité à moyen terme qui viennent de l'intelligence artificielle, ils mettront plus de temps que quelques trimestres pour se matérialiser, mais on commence déjà à voir dans quelle mesure est-ce que cette nouvelle révolution industrielle, elle peut aller plus vite que les précédentes. Sur la résilience continue de l'économie américaine, c'est la question qu'on peut se poser tous les jours, tous les mois, tous les trimestres encore. On aura la première estimation de croissance américaine pour le 4e trimestre, sans doute une croissance encore assez proche du potentiel, voire peut-être même au-delà, en première estimation. Je rappelle que ce sont toujours des chiffres qui sont révisés, y compris très longtemps après, mais la première photo va sans doute être encore très bonne. Qu'est-ce qui explique la poursuite de cette résilience qu'on a déjà maintes fois commentée, les effets budgétaires, les multiplicateurs budgétaires, etc. On est encore, l'économie américaine en tout cas, dans une certaine mesure, est encore dans ces effets d'inertie positif ? Oui, je crois. C'est-à-dire qu'on a un marché de l'emploi qui, s'il se dégrade quelque peu ou s'il est moins vigoureux que par le passé, il est toujours quand même très robuste. On parlait de l'indicateur Michigan de vendredi. Le consommateur américain, il applaudit des deux mains. C'est-à-dire que la baisse des prix à la pompe, notamment, c'est un vrai soulagement pour lui. Sur le dernier trimestre, on aura aussi l'effet des dépenses de fin d'année, Noël, Thanksgiving et autres. Et le consommateur américain, il y avait beaucoup de prudence. On le voit notamment dans les transcripts des dirigeants d'entreprise. Mais en fait, la saison qui vient de se terminer, la saison de fin d'année... Il a été au rendez-vous. Le consommateur a été au rendez-vous. Quel que soit son moral, on l'a vu au rendez-vous, ce consommateur américain. Exactement. Et en fait, si on regarde ça par le prisme de l'inflation, on peut regarder des indicateurs d'inflation comme le fameux PCE, donc le déflateur des prix qui est suivi par la Réserve fédérale. On peut le décomposer avec des composantes cycliques et acycliques. Les composantes acycliques, elles sont revenues sur les niveaux, on va dire, de long terme, les niveaux pré-Covid, etc. La composante cyclique, elle reste, toujours élevée. C'est bien signe que le consommateur il continue de consommer.
du point de vue des corporates, on a tout un questionnement sur la structure de bilan des entreprises, face évidemment à des coûts de financement, le coût du capital, le coût de la liquidité, tout ça a fortement augmenté par rapport au précédent cycle et au dernier moment où les entreprises se sont financées à taux zéro. Où est-ce qu'on en est de ces interrogations sur la structure de bilan des entreprises? Est-ce qu'elles arrivent néanmoins à se refinancer sans trop alourdir la charge financière et continuer de pouvoir opérer de manière, j'allais dire, légère, flexible? Alors, pour l'instant, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de volume d'émissions ces dernières semaines, du point de vue des entreprises, corporate, mais aussi du souverain. Il y a eu une fenêtre de tir, là. Ouais, et ça se passe plutôt bien. Donc, saluons ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ces marchés corporate, clairement. Le coût du capital, alors c'est pas toujours une bonne nouvelle pour les entreprises, c'est aussi parfois une bonne nouvelle pour les investisseurs, parce que qui dit coût en capital plus élevé veut dire plus de rémunération. Donc là, il faut séparer là aussi le bon grain de livret, mais voilà, c'est pas une mauvaise nouvelle pour les gérants obligataires. Alors peut-être pas acheter, on va dire, un ETF ou un indice, plutôt de faire de façon active. Mais là aussi, voilà, cette remontée du coût en capital, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Le segment de la dette corporate, il se tient plutôt bien. C'est-à-dire qu'on a des bilans d'entreprise qui sont plutôt sains. Et pourquoi ça? En tout cas, quel est le corollaire de ça? C'est qu'on a d'une part des États qui sont, eux, largement endettés, qui ont porté, on va dire, une partie du coût. Et puis de l'autre, on a des pans du marché, notamment dans le crédit privé, sur lesquels on a quand même moins de visibilité et qui c'est là aussi fortement endetté. Pour l'instant, on voit moins ce qui se passe de ce côté-là, mais ça veut dire quand même que, on va dire, voilà, une horizon de quelques trimestres, on a des rendements obligataires qui restent relativement élevés. Alors, si on regarde, moi je regarde les fonds qu'on gère chez Carmignac, on arrive à avoir des rendements entre 6 et 7%. Donc ça donne quand même de la visibilité sur un moteur de performance. Et côté risque, pour que ça se passe pas si bien, faut quand même, quand on a de tels niveaux de rendement, il faudrait soit une hausse des taux d'intérêt, une hausse des primes de crédit de l'ordre de 2%, quand on ajuste ça de la sensibilité du crédit d'investissement, pour perdre de l'argent, pour venir effacer une année de portage. Donc ça fait beaucoup. Et pareillement, sur des hausses de taux de défaut, quand on a ce type de rendement-là, ça veut dire que, on va dire en moyenne sur un cycle d'investissement qui est de 5 ans, ça veut dire un taux de défaut moyen annuel de 5% par an pour perdre des sous. Et ça fait quand même beaucoup. Oui, bien sûr. Enfin, plus que ça. Et pour vous, le crédit, là, dans une gestion diversifiée, dans une stratégie diversifiée, c'est vraiment un point d'ancrage absolu aujourd'hui pour les investisseurs, là. Ouais. C'est dans cet univers-là qu'on trouve un risk-reward, risque-opportunité le plus intéressant ou le plus pertinent? Oui, je le crois. C'est-à-dire que clairement, sur l'année 2023, le crédit, ça a été le grand gagnant des investisseurs et des investissements. D'ailleurs, les investisseurs ne s'y sont pas trompés. On a vu des souscriptions conséquentes dans ces fonds de crédit. Alors, en termes de performance absolue, on pourrait me dire entre 8 et 12%, selon si je regarde des indices au rendement ou de qualité investissement. En absolu, ça fait moins bien que les actions. Oui, mais quand on ajuste de la volatilité... Du risque? Bien sûr. On a une volatilité entre 3 et 4%. C'est pas du tout la même affaire. C'était imbattable cette année. On a eu un gros rallye de marché sur ces derniers mois sur les marchés du crédit. Il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que si je regarde la performance, là aussi, d'un indice crédit, depuis que la Banque Centrale Européenne a commencé à remonter ses taux d'intérêt, ça fait à peu près entre 9 et 10% de performance cumulée. 90% de cette performance-là vient du portage. Donc il y a quand même encore, on va dire, un réservoir de performance dans ces marchés du crédit, je crois. Sur l'ambiance générale, ce fameux conte de fées, alors dans lequel on baigne depuis un moment quand même, et qui finit presque par être convaincant d'une certaine manière, Kevin. Pourquoi il ne faut pas lâcher l'idée que... ça ne reste peut-être qu'un conte de fées et qu'à un moment, la situation pourrait se dégrader au-delà de ce qu'on imagine aujourd'hui. Et comment est-ce que les choses peuvent se dérégler? C'est le point clé de votre vue d'investissement pour 2024. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a une thèse qu'on défend chez Carmignac depuis quelques années, c'est le grand retour du cycle économique, avec lui du cycle boursier. Il y a quand même dans ce scénario, on va dire, de conte de fées, qu'est-ce qui accompagne cette meilleure vue, en tout cas ces vues moins négatives sur la trajectoire de croissance économique, qui pourrait faire qu'en 2024, on aura encore une croissance mondiale supérieure à 3%, au-dessus de son potentiel, c'est ce virage prématuré des banquiers centraux. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça vient nourrir cette thèse de l'atterrissage en douceur de l'économie américaine. Par contre,
un atterrissage en douceur, ça veut dire un atterrissage qui est forcément incomplet. J'y faisais allusion quand je parlais des composantes les plus cycliques de l'inflation. Et qui dit atterrissage incomplet, dit risque de voir une reprise inflationniste plutôt sur la deuxième partie de l'année. Et donc, quand on parle du retour du cycle économique, c'est aussi le retour du cycle boursier, et on le voit, c'est-à-dire que 2022, c'est une année très noire sur les marchés financiers, 2023, c'est une année très très porteuse, et 2024 sera sans doute plus mitigé, en tout cas. Un mélange des deux ? Ouais, c'est plus une année en deux temps. Alors nous, on prêche plutôt pour justement cette désinflation, cette tenue de l'économie qui est plutôt résiliente. On a beaucoup de cash aussi, on pourra en reparler, mais il y a quand même eu des flux absolument colossaux sur les marchés monétaires. Dans le sillage de la remontée des taux d'intérêt, on est en droit de se poser la question de ce qu'adviendront ces flux dans le sillage de la baisse des taux d'intérêt, parce qu'ils seront moins rémunérateurs. Ça peut donner un vrai facteur de soutien pour les marchés financiers. Et la deuxième partie de l'année, là, si on a en effet plus d'incertitudes sur le front politique, et pas que de politique électorale, politique monétaire, politique budgétaire, avec cette résurgence ou cette reprise de l'inflation, ça sera peut-être plus à même de venir nourrir quelques doutes et donc un peu plus de volatilité sur les marchés. Ils vont aller où les 6 trillions de dollars parqués sur les money market funds américains alors ? Le jour où la Fed baisse ses taux, qu'est-ce qu'on fait de ce que j'appelle la bulle monétaire ? Parce que sur un graphique, évidemment, c'est des niveaux historiques. Oui, c'est ça. C'est qu'on a vu 1500 milliards sur le monétaire américain depuis que la Réserve fédérale a remonté ses taux. On avait eu à peu près le même phénomène dans le siège du Covid. Oui, c'est à peu près les mêmes proportions. Les mêmes proportions, les mêmes ordres de grandeur. Il va se déverser là où il y aura du rendement. Donc, au rythme où vous voulez les choses, ce sera peut-être moins sur de la dette souveraine et plus sur de la dette d'entreprise. Donc là aussi, ça vient nourrir cette thèse d'investissement qu'on défend chez Carmignac, qui a de la valeur sur les marchés du crédit, plutôt sur le portage, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise sur des flux et donc des prix qui sont bien orientés. Et puis sur les marchés d'actions aussi, parce que le scénario qu'on décrit là, c'est plutôt, on va dire, très porteur pour les taux réels. Je comprends. On a des taux plus bas, potentiellement un peu plus d'inflation que ce qui est anticipé. Et l'inflation anticipée, elle est très basse aujourd'hui quand on regarde les taux réels ont trop rebaissé, vous dites, là, depuis quelques mois. Ils ont beaucoup baissé. Donc voilà, donc si on a, on va dire, une inflation qui est un peu plus présente et des taux qui sont plus bas, ce sera plutôt une bonne nouvelle pour ces taux réels. On peut avoir des primes d'inflation qui remontent, des taux d'intérêt qui sont maintenus, on va dire, sur des niveaux bas, et ça devrait les aider. Un mot des actions pour finir, Kevin. Est-ce que la diversification va payer enfin? Est-ce que les planètes sont alignées pour sortir de la seule performance d'un groupe de 7 valeurs ou quelques dizaines de méga caps mondiales et notamment américaines? Ou est-ce qu'il faut absolument se dire que on ne peut pas lâcher ce côté-là, j'allais dire, de l'univers? Oui, je crois que 2023 a aussi été un signal, c'est-à-dire que c'est des valeurs qu'il fallait avoir en portefeuille. Les gérants qui, malheureusement, ne les avaient pas ont eu beaucoup de mal à, on va dire, coller ou a fortiori à faire mieux que les indices de référence. La thématique de l'intelligence artificielle, ça ne tient pas que sur cette valeur. Vous disiez Il n'y a pas que cette valeur. Il y en a d'autres. Il y en a dans le domaine de la publicité, notamment aidée par l'intelligence artificielle. Il y en a dans les infrastructures. Il n'y a pas que Nvidia qui Donc c'est un thème qui va se diffuser, qui va se décliner. C'est un thème qui peut se diffuser, qui peut se décliner sur des acteurs européens, sur des acteurs asiatiques aussi, c'en est un. Des thématiques comme celle de la santé, le traitement de l'obésité, c'en est une autre. Il y a malheureusement d'autres grandes maladies comme le cancer, comme certaines biotechnologies qui peuvent aussi faire beaucoup de sens dans un portefeuille. Les sciences de la vie aussi, qui sont plutôt un peu en retard. Donc voilà, sur ces deux grands secteurs que sont la technologie et la santé, il y a des choses à faire. Et puis sur la séquence des banquiers centraux, ce qui semble se dessiner et ce qu'on a en termes de calendrier chez Carmignac, c'est que ce sera la Réserve fédérale qui dégainera en premier. Et donc ça pourrait amener plutôt, on va dire, des pressions baissières sur le dollar et aider les marchés d'actions émergents, parce que là aussi, ce virage de la Réserve fédérale, il donne un vrai appel d'air. Un appel d'air sans doute à la Banque du Japon. On le saura cette nuit, ça me permet quand même de décaler potentiellement son tour de vis, exactement. Et puis, ça offre aussi une bouffée d'air sur des émetteurs et des pays émergents. Un mot sur la Chine. Quand vous parlez de la sphère émergente, est-ce qu'il faut comprendre avec ou sans la Chine désormais, Kevin ? Alors, on va dire d'un point de vue d'allocation d'actifs, aujourd'hui, c'est un petit peu tôt pour remonter fortement des expositions à la Chine. Pourquoi ? Parce que les mesures de relance chinoises, elles ont tendance à être plutôt, on va dire, en réaction
à des publications économiques, d'une part, et puis elles sont aussi incrémentales, elles arrivent les unes après les autres. Et c'est vrai que si on n'a pas, on va dire, le bazooka, pour reprendre des termes consacrés quand on parle de mesures de relance, c'est pas forcément de nature à rassurer des investisseurs actions ou rassurer le secteur privé en Chine, foyer, enfin voilà, et entreprises. Par contre, la Chine, c'est quand même le deuxième marché d'actions au monde, et il y a beaucoup de choses à faire sous la surface. Donc en termes d'allocation d'actifs, pas trop de Chine dans un portefeuille, mais il y a quand même des belles valeurs à aller chercher. Merci beaucoup Kevin. Kevin Tozet qui est avec nous pour parler marché évidemment et investissement, membre du comité d'investissement de Carmignac. Parlons des États-Unis à présent, comme chaque lundi, c'est notre quart d'heure américain hebdomadaire avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas que nous retrouvons en visioconférence. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. On va parler politique évidemment, mais parlons des affaires avant tout Pierre-Yves, et notamment d'un secteur de l'économie américaine. Alors on dépeint l'économie américaine en général comme étant encore résiliente, résistante, en croissance. Il y a quand même des segments dans l'économie américaine qui eux sont dans la tourmente, et on parle avec vous notamment de l'immobilier de bureau, Pierre-Yves. Alors, Greg, loin de moi la volonté de casser l'ambiance du conte de fées, mais c'est stupéfiant de voir que le secteur de l'immobilier de bureau, alors que l'Amérique a échappé jusqu'à présent à la récession, est dans sa pire récession depuis au moins 40 ans. Et de voir quelles sont les forces derrière cette catastrophe qui risque d'empirer au cours des prochains mois pour des raisons de refinancement, d'expiration des hypothèques, de nécessité de refinancement, à des taux qui vont être de toute façon plus élevés et dans des conditions d'accès au marché plus compliquées, puisque tout un pan entier du secteur qui traditionnellement finance l'immobilier de bureau aux États-Unis, les banques régionales, tout ce pan-là a décidé de tourner le dos à ce qui, tout d'un coup, lui apparaît comme quelque chose de toxique. Alors, quelques chiffres quand même qui sont assez stupéfiants. À peu près 20% en moyenne des immeubles de bureaux aux États-Unis sont vides. Pourquoi sont-ils vides alors que l'économie se porte bien? Parce que, pour le moment, le monde d'après ne ressemble pas au monde d'avant dans le secteur du travail, et que les Américains n'ont pas trop envie de retourner travailler tous les jours dans leur cubicle. Ils sont très bien restés au moins 1, 2, 3 jours à la maison pour ne se rendre au bureau qu'un minimum de jours, et en dépit de toute la pression qui s'est exercée sur les employés américains pour qu'ils reprennent leurs vieilles habitudes. Les employeurs n'arrivent pas à faire revenir au bureau comme avant leurs employés, et dans certains secteurs, la productivité n'en souffre pas trop. Quelques chiffres que je trouve absolument fascinants. Ce sont des chiffres qui mesurent le trafic physique d'individus qui entrent et qui sortent d'immeubles de bureaux. Et les entreprises qui suivent ça très très bien aux États-Unis, et les chiffres sont très parlants. En moyenne, si l'on compare la fin 2023 à la période comparable antérieure à la pandémie, on est en termes de volume de trafic de personnes physiques à 36% en dessous. Pour certaines villes, c'est pire. Pour Chicago, c'est 45%. Pour San Francisco, c'est 53%. Et pour New York, c'est intéressant. Là, on voit que le management des grandes sociétés financières et des grandes banques a tout de même réussi à obtenir des choses de ses employés. La chute est de l'ordre de 20%. Dans ces conditions-là, on voit qu'au Texas, mais particulièrement aussi en Californie et notamment à San Francisco, qui est devenu un petit peu l'exemple caricatural de la situation, où la richesse de cette métropole s'est faite sur la technologie qui précisément permet aux gens de rester chez eux et de ne pas aller travailler au bureau. Eh bien, un tiers des immeubles de bureaux à San Francisco sont vacants. C'est une catastrophe pour tout le commerce local du centre-ville qui vivait précisément de la présence de gens riches qui, à l'heure du déjeuner, allaient au restaurant ou allaient dans les drugstores.
Ouais, c'est un système presque qui s'est effondré, ou en tout cas qui est en profonde mutation de ce point de vue-là. Et effectivement, les États-Unis restent assez en avance, et les anglo-saxons en général restent assez en avance sur le travail à domicile et toutes les conséquences que ça peut avoir pour cet immobilier de bureau et l'écosystème autour de l'immobilier de bureau. Pierre-Yves, l'autre question, est-ce qu'on va insister à l'investiture républicaine la plus rapide de l'histoire, Pierre-Yves ? Ah, c'est possible. C'est même possible que demain soir, tout soit fini. La semaine dernière, je pensais que Nikki Haley allait battre Ron DeSantis. Et nous étions séparés en disant si quelqu'un peut battre Trump, c'est Nikki Haley. Alors cela reste vrai. Ron DeSantis est arrivé deuxième, mais pratiquement à égalité avec Nikki Haley dans l'Iowa. Et puis tout à l'heure, Ron DeSantis a annoncé qu'il laissait tomber. Donc, il n'y a plus que Nikki pour barrer la route à l'investiture de Donald. On est dans le New Hampshire, un État qui est très différent de l'Iowa, où les indépendants, ceux qui sont inscrits sur les listes électorales comme indépendants, peuvent participer à la primaire républicaine. Et le miracle n'est pas à exclure. Nikki Haley pourrait battre Donald Trump demain, mais il n'y a pas grand monde qui y croit vraiment. Et ensuite, les choses se compliquent considérablement pour Nikki Haley, parce que la prochaine grande primaire, c'est dans l'État de son domicile, l'État dont elle a été gouverneur, la Caroline du Sud. C'est en gros dans un mois. Et là, pour le moment, Donald Trump est lui aussi est très, très, très en avance. Donc, tout pourrait s'arrêter très, très vite. Si l'on regarde les derniers sondages, Ron DeSantis faisait 8% dans le New Hampshire. Si on ajoute ces 8% au dernier score que faisait dans les sondages Nikki Haley, on reste très très loin des 54% de Donald Trump dans le New Hampshire. Qu'est-ce que ça changerait pour Trump si la voie était totalement dégagée dès les prochains jours ou dès les prochaines semaines, Pierre-Yves, dans sa stratégie ? Alors, il y a un mot qui est sorti des années 90, je crois, de la campagne de Bill Clinton, c'est ce qu'on appelle the big mo, the big momentum. Quand vous pouvez montrer que vous avez une dynamique, vous allez, dans vos messages de communication politique, montrer que cette dynamique correspond, vous allez faire croire qu'elle correspond à un grand soutien, à une grande vague populaire. De toutes les procédures judiciaires qui sont en cours contre Donald Trump, en gros, il y a 4 catégories, il y a 91 chefs d'accusation, mais les plus sérieuses sont celles qui relèvent du pénal et qui sont censées commencer, à moins que la date soit repoussée, mais a priori le 5 mars, le procès pour son incitation à l'insurrection et sa tentative pour suspendre la validation des résultats de l'élection. Il est très difficile pour Donald Trump de ne pas apparaître comme la victime d'une persécution si, d'ores et déjà, demain ou après-demain, il est virtuellement assuré d'avoir l'investiture du Parti républicain. Il va faire face à toutes ces procédures comme la pauvre victime d'une incroyable persécution démocrate antidémocratique. Et il cherche à retourner l'argument des démocrates qui consiste à dire Donald Trump est un danger pour la démocratie, il n'a pas le droit de se présenter, il est trop dangereux, il a systématiquement violé les lois et la Constitution américaine. Et c'était très important pour Donald Trump, 1, pour faire des économies dans sa campagne, 2, pour mieux combattre toutes les procédures qui sont en cours contre lui, 2, boucler très très vite ses primaires. Il est possible que ça soit fait à temps pour, au plus tard, le 5 mars. Voilà donc pour le Momentum Trump. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain hebdomadaire à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.